Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guilhem Maguin dans Private Equity Vox. Bienvenue à toi. Tu es Managing Director et Head of Private Equity chez Interpass, cabinet de conseil financier et de restructuring qui bouscule pas mal les codes du secteur. J'espère qu'on va pouvoir en parler. Fort de 15 ans d'expérience, tu pilotes les opérations les plus complexes, mid, large cap, carve-out, valorisation sous tension. Tu développes aujourd'hui l'offre Interpass auprès des fonds en France. Interpass, c'est une histoire de rupture. En 2021, spin-off de KPMG UK, racheté par HIG Capital pour 400 millions de livres. Et depuis, l'annonce de l'entrée de Bridgepoint, donc en janvier dernier, pour une nouvelle phase de développement et de croissance. Quand on parle de développement et de croissance, c'est plus de 1000 collaborateurs, 32 bureaux à travers le monde. En 2024, Interpass débarque à Paris et lance son activité de Transaction Services en juin et acquiert en octobre le pôle restructuring de KPMG France. Ambition affichée, devenir un acteur international de premier plan d'ici à 2030. L'ADN, un actionnariat salarié, une indépendance totale et une agilité entrepreneuriale. J'espère aussi que nous allons en parler. Chez Interpass, Guilhem accompagne les fonds dans leurs décisions les plus critiques. Valorisation, carve-out, robustesse des portefeuilles. Dans un contexte où géopolitique et réglementation redessinent les règles du jeu, voilà enfin une perspective assez enivrante. Sois le bienvenu dans Private Equity Vox. Merci Antoine de m'accueillir aujourd'hui. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais répondre à une question très simple? Pourquoi cette bascule vers l'entrepreneuriat? Parce que c'est une vraie prise de risque. Bien sûr. Alors, l'élément déclencheur, en fait, il se situe il y a bien longtemps, puisque je suis fils d'entrepreneur dans les métiers du recyclage. Et donc, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat, dans ce que ça signifie, les risques, la prise de risque, être au four et au moulin, avoir une vision long terme, être engagé et se projeter. Et pourtant, en sortie d'école, j'avais l'ambition de créer une entreprise et je me suis retrouvé, je me suis laissé porter par le dynamisme de l'époque. J'ai rejoint un cabinet d'audit, finalement pour acquérir des compétences financières qui me permettraient plus tard d'être en capacité d'accomplir mon projet. Finalement, de fil en aiguille, j'ai pris goût à ce métier. J'ai passé 3 ans en audit et au bout de 3 ans, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas à la sortie de l'école, qui était le métier du Transaction Services, qui est en fait un métier d'audit financier, d'acquisition et de cession pour le compte de sociétés et de fonds d'investissement. Très vite, ce métier, je l'ai fait à destination non pas d'un client particulier ou d'un secteur d'activité, mais à destination de fonds d'investissement. Et je me suis spécialisé dans l'accompagnement des fonds d'investissement dans leur processus d'acquisition-cession. Et finalement, ce métier me plaisait, mais pendant toutes ces années, qui ont été des années super enrichissantes, formatrices, j'avais toujours une petite voix qui me disait qu'il était finalement assez loin, ce projet de départ, d'entreprendre. Et j'avais un fort besoin finalement de trouver l'étape d'après qui me permettrait de réconcilier en fait mes aspirations profondes avec mon projet professionnel. Et là-dedans, l'idée était assez simple. C'était, est-ce qu'il y a un projet de création d'entreprise qui m'attire? Est-ce que j'ai envie de tout plaquer, de changer de voie? Et j'ai répondu simplement à quelques questions basiques. Est-ce que j'aime le métier que je fais, c'est-à-dire conseiller sur des aspects financiers, une certaine clientèle? Et dans conseiller, dans le métier du conseil, il y a un point qui est très important, c'est apprécier de rendre service. C'est quelque chose qui est fondamental. Si on n'aime pas rendre service à quelqu'un, c'est très compliqué de faire ce métier. Et finalement, je me suis dit, ce métier, il est super enrichissant. Il est fondamentalement intéressant en termes de rencontres, en termes d'écosystème, en termes de secteur d'activité qu'on peut analyser. Et donc, je n'ai pas envie de le quitter. Et donc, question difficile, c'est comment continuer à faire ce métier, mais différemment. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, en 2024, il y a un projet de création d'entreprise qui naît quelque part avec un nouvel acteur qui rentre sur le marché français, qui est Interpass, et que je vois comme un projet où on a un peu carte blanche pour créer
de zéro, Mmh. en France, un leader des métiers du conseil et plus particulièrement du deal advisory. Mais avec une particularité, parce que quand justement, en juin 2024, tu rejoins ce projet, très rapidement, vous montez, non, ce n'est pas une progression habituelle, c'est-à-dire assez mesurée. Il y a 200 personnes très rapidement. C'est vraiment une blitzkrieg, c'est-à-dire c'est la prise, c'est une position très volontaire de prise de position sur ce marché. Ouais. Comment ça se passe? Parce que ce sont des métiers profondément humains. Tu parlais de conseil, et il s'agit de recruter, de créer, d'avoir cette culture. Comment les choses se sont mises en Alors, place? Et qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu dans ce... Interpass, c'est aussi Ouais. la rencontre Mmh. de personnes autour d'un projet commun, autour de valeurs communes Oui. et avec les moyens de nos ambitions. Dans la création d'entreprise, il y a une prise de risque. Et un projet de création d'entreprise avec un accompagnement financier fort, puisque c'est un LBO, et donc avec une boîte à outils qui nous donne la capacité d'aller vite et fort. Dans ce projet, évidemment, ce qui permet, comme tu le mentionnes, de faire grossir très très vite, c'est l'organisation et le côté militaire. En écho, tu parles de Blitzkrieg, mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est donc trouver des gens qui soient très engagés, qui soient reconnus dans leur profession, qui soient capables de se retrousser les manches et de se dire, on quitte le confort qu'on a connu dans nos vies précédentes et on se retrouve dans des bureaux vides ou même au départ sans bureau, avec finalement une vision, c'est-à-dire qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle taille on veut avoir sur le marché français, et une connaissance très fine de l'écosystème, c'est-à-dire des personnes de très bon niveau dans notre profession. Et finalement, derrière, il y a tout un enjeu qui est de construire en organique, un peu sur notre réputation, et sur ce projet, construire en organique une équipe. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, si je prends mon cas précis, c'est mettre de côté le côté de conseil aux investisseurs et d'accompagnement sur les deals financiers et m'enfermer dans une bulle pendant quelques mois où, finalement, mon projet à moi, c'est de construire une équipe. D'ailleurs, de définir les profils, rencontrer les profils. J'ai rencontré, alors je ne citerai pas le nombre de personnes rencontrées, mais un très grand nombre de personnes, et de s'assurer de trois choses éminemment importantes dans ce type de projet. Un, évidemment, c'est un prérequis, se dire que les personnes, on a fait notre due deal sur ces personnes, elles ont la technicité et la qualité requise pour rejoindre ce projet et répondre à ses ambitions. Deux, qu'elles sont motivées par un projet qui est éminemment entrepreneurial et dans toutes ses composantes, c'est-à-dire à la fois l'ambition, la vision, l'énergie, et en même temps tous les aspects un peu plus négatifs, c'est-à-dire la capacité à devoir aller à droite puis à gauche, faire un pas de côté, reculer pour mieux sauter, l'instabilité que peut créer un projet entrepreneurial où par définition rien n'est figé et tout est à construire. Et trois, c'est finalement une adhérence à des valeurs humaines, des valeurs de comment on veut construire en termes de gouvernance, en termes de formation, en termes finalement de leadership, puisque dans les métiers du conseil que tu connais, ce qui est fondamental, c'est d'avoir des gens devant vous qui vous inspirent et vous tirent vers les hauts, et en même temps, très très vite, être en capacité de tirer vers le haut les plus jeunes qui sont derrière nous. Et donc, c'est ces trois éléments que j'ai diligentés dans les profils qu'on a recrutés, et ça m'a amené globalement jusqu'à la fin de l'année 2024, avant de revenir finalement dans le marché et retourner parler à mes clients. Et alors justement, cette rupture de modèle, est-ce qu'on peut en parler en termes... Donc tu as évoqué les trois qualités essentielles, mais quel impact ça a dans cette phase de construction? Qu'est-ce que tu entends? Parce que tu as une expérience de recrutement au sein d'un Big Four, et là, il s'agit de partir d'une feuille plus vierge avec un modèle disruptif. Absolument. Alors, Interpass, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet de conseil financier indépendant, sans conflit d'intérêts, qui ne travaille que sur les métiers du deal, et on pourra y revenir, qui ne fait pas d'audit, et donc qui a une plus grande liberté. Deuxièmement,
C'est un modèle dans lequel on a un PNL unique, ce qu'on dit en anglais One PNL, et un actionnariat ouvert à tous, One PNL, One Equity. Ça, c'est très important dans le projet, puisque ça permet, et ton expérience d'investisseur va probablement te faire sourire, Oui. ça permet de réconcilier finalement les intérêts et d'aligner les intérêts de chacun à tous les niveaux de l'équipe, de manière à délivrer le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire participer à la réussite collective et être incentivé sur la réussite collective, premièrement. Et deuxièmement, partager la réussite collective avec l'ensemble des individus qui ont fait le choix d'accéder au capital. Et ça, c'est fondamentalement très différenciant des structures historiques que nous avons dans nos métiers. Et en termes d'ambiance? Et en termes d'ambiance, qu'est-ce que ça... J'imagine que la relation d'équipe la doit relation être très d'équipe différente. est très forte, puisque un des points forts du modèle, c'est d'essayer de casser finalement l'aspect pyramidal de la structure. C'est la proximité qu'on va avoir avec les équipes, et évidemment dans ce projet, comme d'autres projets entrepreneuriaux qui ont existé et qui ont été également des succès dans le passé. Ce qui est important, c'est qu'on constitue une équipe et on a recruté toutes ces personnes. Donc ces personnes, on les a choisies, elles ont choisi de nous rejoindre. Donc il y a un choix qui n'est pas subi, c'est vraiment une volonté commune d'être ensemble et d'avancer ensemble. Donc il y a une proximité très forte dans les équipes et une émulation. C'est l'envie de participer à une aventure et de laisser une trace. Mais ça crée réellement un socle commun très fort. Absolument. Mais alors, justement, dans cette particularité qui est la tienne, l'environnement du private equity, il s'agit d'un LBO. Qu'est-ce que cela permet et quelles sont les particularités justement sous LBO? Qu'est-ce que ça permet? Alors le premier point que ça permet, c'est la capacité d'investissement, la capacité finalement à construire plus vite et un accès à une boîte à outils. C'est toute la force du private equity pour des entrepreneurs, pour une société. C'est l'accès à des capitaux et la capacité à aller plus vite. Le deuxième point, c'est que c'est notre clientèle et on passe de l'autre côté et donc on a une compréhension encore plus fine de ce que veut dire être sous LBO. C'est-à-dire être finalement dans une société qui évolue en LBO et ça permet de comprendre les enjeux de l'intérieur. Et ce qui est éminemment important, puisque dans ce rôle-là, qui est un rôle qui est plus large que le simple rôle de simple conseil, on essaie de participer à la construction d'une société, à la construction d'un projet et à sa réussite. On a une vision plus éclairée sur la réalité de ce type de projet. Et c'est vraiment important, puisque ça nous donne finalement un poste d'observation encore plus vrai quand on accompagne par la suite nos clients. Parlons un peu de vision du marché. La valorisation est devenue un sujet brûlant. Alors, si tant est qu'il ne l'ait pas été un jour, évidemment, dans le private equity et dans un contexte d'incertitude macroéconomique et géopolitique. Quelle est ta vision du marché du PE en France et plus particulièrement des transactions? Alors, par définition, étant dans les métiers du transaction services, on a une très bonne vision de ce qui se passe dans le marché. Premièrement, je dirais qu'il n'y a pas un marché, mais il y a des marchés. C'est très important, c'est-à-dire que les dynamiques ne sont pas les mêmes selon qu'on est sur ce qu'on appelle le small cap, le mid cap ou le large cap. Effectivement, le large cap a été un peu chahuté, moins d'opérations, mais les réalités sont un peu différentes. Deuxièmement, on a des secteurs d'activité qui restent très performants et d'autres qui le sont un peu moins. Et donc, on pourrait citer par exemple les services financiers qui ont été très actifs ces derniers mois, à la fois animés par les fonds d'investissement, mais aussi par les grands corporates et les mutualistes, par exemple sur les conseillers en gestion de patrimoine. C'est très dynamique. Un deuxième exemple, les
des services aux entreprises. On peut parler de l'expertise comptable, par exemple. Aujourd'hui, il y a une logique de consolidation du marché et des différents acteurs et de plateformisation, un marché très dynamique. La santé reste extrêmement dynamique, avec à la fois des très grosses opérations cross-border qui sont menées par des corporates et aussi avec des carve-out et de recentrage sur du core business qui font le bonheur des fonds d'investissement. Ouais. Et de l'autre côté, on a d'autres secteurs qui sont un peu plus chahutés, on va dire. Enfin, cyclique. Et on a aussi des secteurs qui étaient complètement abandonnés des investisseurs. Je pense évidemment à la défense, au secteur de l'aerospace and defense, qui aujourd'hui deviennent des secteurs d'investissement clés pour les fonds. Dans les dernières statistiques qui sont sorties très récemment, je pense que ça a été le 3e secteur le plus regardé sur l'année écoulée. Donc tout ça fait qu'il n'y a pas premièrement, il n'y a pas mais il y a des marchés. Maintenant, on est dans un environnement qui est éminemment complexe, avec de l'instabilité politique, géopolitique, fiscale, sociale, et ça rend le métier d'investisseur éminemment complexe et, on va dire, encore plus difficile. Maintenant, ce qu'on note, c'est ce que moi j'observe, c'est que dans ces situations de marché, il y a un espèce de retour à la normalité. C'est-à-dire qu'il y a eu une effervescence il y a jusqu'à encore 3-4 ans, on va dire peut-être 2022, Russie-Ukraine, c'est un peu l'effet déclencheur. Il y a eu une effervescence qui s'est calmée avec un retour de certaines conditions de marché qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. C'est le fait que l'argent se paye, n'est plus gratuit. Mais quelle surprise. Il y a de l'inflation. Ouais. Et donc finalement, dans nos travaux de due diligence, moi je trouve qu'il y a deux adages, deux maximes financières qui reprennent tout leur sens, qui sont très très visibles. C'est la notion de cash is king. On a aujourd'hui un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire est-ce que la société qu'on regarde génère des cash flows. C'est devenu extrêmement important. C'est un peu la base, mais c'est extrêmement important. Et deuxièmement, sur la valorisation, on a toujours cette notion de flight to quality. C'est-à-dire un très bel actif avec des perspectives de croissance, des fondamentaux solides, des cash flows et un actif sur lequel on est en capacité de payer un premium. Donc, je trouve que c'est deux adages, deux maximes qui prennent tout leur sens dans le marché actuel. Maintenant, si on prend du recul, on voit qu'on a quand même un marché avec moins de transactions, on a moins de volume, on a plus de difficultés à céder des sociétés en portefeuille. Et il y a toujours une décorrélation entre les attentes des vendeurs et les attentes des acquéreurs en termes de valorisation. Ce qui est assez saillant aussi dans ce marché, c'est qu'on a, on va dire, une plus grande frilosité vis-à-vis de la prise de risque. S'il y a un doute sur un process, s'il y a quelque chose qui n'est pas complètement clarifié ou maîtrisé, on va plutôt faire un pas de côté plutôt que de s'engager dans le process. Et donc tout ça fait qu'on a des durées de process de cession qui sont globalement bien plus longs que ce qu'on a connu ces dernières années. Et on a un stock d'actifs en portefeuille qui est assez élevé. On parle de carve-out ? Avec plaisir. Tu es spécialisé dans les opérations de mid et large cap et notamment de carve-out. Quels sont aujourd'hui les principaux défis que rencontrent les fonds sur ce type d'opération complexe ? Est-ce que tu avais une évolution sur la manière de traiter, d'accompagner cette nature d'opération ? Alors, je ne dirais pas une évolution, mais en tout cas, je dirais qu'il y a des fondamentaux aux opérations de carve-out. Et le premier sujet pour un fonds, c'est d'arriver à bien définir le périmètre qui fait l'objet d'une transaction. Bien définir finalement la donnée financière, c'est-à-dire très souvent un carve-out, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand groupe qui se sépare d'une filiale ou d'une division, et cette division ou cette filiale a vocation à devenir un groupe, c'est-à-dire à devenir autonome. Et il y a un enjeu, le premier enjeu, c'est quantifier, définir le périmètre financier qui est cédé. Donc, se donner du confort sur les chiffres. Le deuxième enjeu, c'est évidemment
la capacité de cette filiale à devenir autonome. Et c'est probablement un des sujets les plus compliqués, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire devenir autonome? C'est avoir les moyens humains, avoir le capital humain nécessaire à cette prise d'autonomie, avoir les moyens, on va dire, IT de devenir autonome. Et c'est finalement définir toutes les étapes qui vont permettre de basculer du statut de filiale, division, de branche d'activité. Avec un niveau d'adhérence, d'intégration Exactement. À très bien cerné. un niveau où on devient un groupe autonome en capacité à vivre sa vie tout seul. Et l'enjeu est hyper important parce que le but, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de rupture opérationnelle le jour où on coupe le cordon. Et c'est tout l'enjeu de définir le day one, ce qu'on appelle le jour 1 de cette nouvelle vie, et de mettre en place un plan d'accompagnement afin de définir les besoins et parfois aussi de supprimer, que ce soit des fonctions ou des choses dont la société n'a plus besoin une fois autonome. Et c'est surtout le carve-out, c'est un moyen de rendre de l'énergie à des individus, à des activités, de leur manière à révéler leur plein potentiel. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans les carve-out, et c'est pour ça que certains fonds s'en font des spécialités. C'est souvent des belles endormies et qui sont les leaders de demain dans leur domaine d'activité. L'intégration de KPMG France, est-ce qu'on peut un peu parler de ce retour d'expérience, justement, parce que là, on parle de carve-out. C'est un carve-out pour Interpass. Et donc, l'acquisition du pôle de restructuring de KPMG France, intégrant plus de 100 collaborateurs. Comment s'est passée cette intégration? Alors, c'est un peu tout ce que je te décris, et je précise, c'est l'activité restructuring Oui, de tout à fait. KPMG France, c'est pas KPMG France. Non, c'est pas KPMG France, c'est l'activité, c'est le pôle restructuring. Effectivement. C'est beaucoup de préparation pour réussir finalement à intégrer des équipes et les clients, puisque c'est une session de branche complète d'activité. Et il y a deux enjeux. Il y avait deux enjeux très très forts dans cette étape. S'assurer que les clients acceptent de nous rejoindre, puisqu'ils pouvaient refuser de transférer. Bien sûr. Et donc, c'est les préparer, communiquer. Voilà, dans ces process-là, la communication est éminemment importante. Et deuxièmement, deuxième sujet très structurant pour nous, c'est accueillir des talents et avec un enjeu très important pour moi, qui était de faire en sorte que ces talents qui nous rejoignent parce que leur division fait l'objet d'une acquisition ou d'un carve-out arrivent avec un état d'esprit qui finalement se réconcilie avec l'état d'esprit des personnes déjà dans ce projet qui, elles, ont choisi de rejoindre ce projet à ses débuts. Et donc, il y a un aspect d'intégration culturelle éminemment important. Je te passe tous les détails ensuite de l'organisation en day-to-day, mais évidemment, il y a encore une fois une organisation militaire dans ces process de carve-out. La préparation, c'est ce qui fait le succès ou l'échec. C'est la préparation, c'est être à capacité le jour J d'accueillir une centaine de collaborateurs dans nos locaux, donc d'avoir suffisamment de locaux disponibles, et évidemment d'avoir transféré toute la donnée IT pour aussi s'assurer vis-à-vis des clients qu'il n'y a pas de rupture opérationnelle dans les missions, qu'il y a une continuation des missions en cours, puisqu'évidemment, les missions de conseil qui étaient assurées par ces équipes ne se sont pas arrêtées pendant quelques temps en leur demandant de faire pause. Elles ont continué. On se retrouve dans 6 mois. Non. Et pas du tout. Et donc, il a fallu gérer tout ça. Et évidemment, c'est aussi le côté stimulant, c'est de se dire on accompagne des clients dans des carve-out, et c'est assez rare dans le métier du conseil de les vivre nous-mêmes et de les piloter. C'était mettre en pratique finalement les ingrédients et les conseils qu'on donne à nos clients dans notre projet collectif. Et force est de constater que ça a été un très beau succès. Donc là, c'est de l'entrepreneuriat que tu appelais de tes voeux très jeune. Exactement. Là, on est dedans. On est complètement dedans.
Est-ce qu'on peut parler un peu de robustesse et de résilience? Ce sont des mots assez fréquents concernant les employés, concernant les entreprises en portefeuille. Est-ce que tu vois des leviers opérationnels particuliers émerger pour renforcer cette robustesse face aux chocs externes? Alors, ce qui est certain, c'est que Mhm. toutes les organisations, ces dernières années, ont fait face à différentes vagues de difficultés, à différents chocs exogènes Ouais. qui les ont amenés à repenser leur modèle opérationnel. Et ce n'est pas simplement le Covid, l'inflation, c'est globalement quand même sur les 20-25 dernières années, il y a eu un certain nombre d'éléments exogènes qui ont perturbé les modèles de société et qui ont testé la résilience des entreprises. D'ailleurs, je rappelle que un des points des due diligence qu'on fait très souvent et qui sont très souvent demandés par les fonds et par les investisseurs, c'est de comprendre la performance long terme d'une entreprise et sa performance notamment dans les cycles économiques et les difficultés économiques qu'elle a pu rencontrer dans le passé. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même sur ces aspects-là très autour de la gouvernance. C'est-à-dire la gouvernance d'entreprise, comment on s'organise. Il y a des postes, Chief Risk Officer, par exemple, qui se sont créés. Il y a un certain nombre de postes et une gouvernance qui s'est mise en place pour parer à ces chocs exogènes. Il y a un deuxième sujet qui revient, c'est finalement la trésorerie, le pilotage de la trésorerie, la capacité à actionner des leviers opérationnels qui permettent de donner des respirations à l'entreprise via sa trésorerie sont des points très saillants ces dernières années où on a une attention très particulière en période de choc exogène pour contrer en fait les perturbations. Donc travailler sur la trésorerie, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et le troisième sujet, c'est finalement s'assurer qu'il y a une communauté d'intérêts commune, un alignement des intérêts pour que tout le monde, dans une situation de crise, tire dans la même direction. Et donc le travail, je reviens sur la gouvernance, est éminemment important et l'est encore plus ces dernières années. Ensuite, si on va là on est un peu sur le macro, si on va dans le micro, il y a évidemment plein de choses et c'est très différent d'un secteur à l'autre. Tu vas voir ce qu'on appelle le dual sourcing. Voilà, toutes les sociétés qui avaient du monosourcing et qui se retrouvaient en rupture d'approvisionnement, on met en place des stratégies de dual, voire de triple sourcing. Et ça, aujourd'hui, c'est challengé à la fois par les conseils d'administration, par les fonds d'investissement et par les directions pour s'assurer de cette sécurité-là. Il y a un enjeu aussi qui est la dépendance IT. Voilà, il y a certains secteurs dont on a parlé qui peuvent être dépendants d'outils. On parlait de l'expertise comptable. Il y a un vrai enjeu sur la capacité à maîtriser sa dépendance IT, sa dépendance outils et à anticiper, soit en créant ses propres outils, soit en ayant des alternatives. Donc, c'est finalement l'anticipation qui fait aujourd'hui vraiment la force d'un dirigeant, c'est la capacité à anticiper. Et le deuxième point, c'est la capacité à s'adapter. Parce que même quand on anticipe, il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui arrivent. Il faut donc être en capacité de manager, d'aligner les intérêts de chacun pour répondre aux problématiques qui se présentent à nous. T'assurer que la structure ait suffisamment d'agilité pour Exactement. justement, parlons de transformation et de due diligence. Quelle place ont la data et la digitalisation qui, justement, semble-t-il, Alors, transforment profondément alors, ces métiers sur lesquels Interspace est engagé? Et c'est quand même un bon timing pour se lancer et éviter d'avoir tout ce poids absolument. historique, cette legacy. Absolument. Si je reviens sur la data, évidemment, tu ne l'as pas mentionné, mais je suppose que le sous-jacent de ta question, c'est aussi la place de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Mais je mets l'intelligence artificielle de côté. Aujourd'hui, toutes les sociétés ont accès à une quantité de données, ou en tout cas ont la capacité à accéder à une quantité de données qui est énorme. Et c'est des données
soit dont elle n'avait pas connaissance ou auxquelles elle n'avait pas accès dans le passé. Donc aujourd'hui, dans nos métiers de la due diligence, évidemment, tout l'enjeu, c'est l'exploitation de cette donnée. Il faut savoir y accéder et il faut ensuite savoir l'exploiter. Donc les outils, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément d'outils qui se sont développés, et je ne parlerai pas du tout d'intelligence artificielle, mais Alteryx, traiter des bases de données très volumineuses, ça permet de gagner du temps, ça permet d'être efficace. Power BI, pour permettre de visualiser cette donnée. Et donc, la data aujourd'hui, c'est clé à condition de pouvoir accéder à la donnée, à condition de nettoyer cette donnée pour permettre son utilisation. Pour faire émerger le signal du bruit. Et ensuite, d'être en capacité de l'exploiter. Donc évidemment, la data aujourd'hui, c'est clé. Et la chance qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on est aujourd'hui à un moment de notre histoire où on a des outils qui nous permettent d'utiliser cette donnée de manière beaucoup plus simple qu'il y a quelques temps. Maintenant, si tu me permets de revenir sur l'IA. Tu as mis de côté la question de l'IA. L'IA, c'est évidemment une mutation profonde. Maintenant, dans nos métiers propres de la due diligence financière, ce n'est pas forcément quelque chose qui, aujourd'hui, est utilisé, ou en tout cas qu'on utilise à notre niveau pour faire notre due diligence. Quand on fait un audit d'acquisition ou de cession, on n'utilise pas d'IA pour faire cette analyse, puisqu'il y a évidemment un enjeu et un facteur humain dans la perception des signaux faibles qui est très fort. Et deuxièmement, puisqu'aujourd'hui les modèles, comme tu le sais, ne sont pas forcément entraînés sur les chiffres, mais plus sur les mots. Donc l'IA, c'est plus un outil qui permet de gagner du temps sur des travaux de recherche. Pour te donner un exemple très simple, dans nos métiers, quand on va pitcher, qu'on va essayer de gagner des contrats, il faut se renseigner sur des secteurs d'activité, il faut parfois se renseigner sur un écosystème. Une IA va permettre d'accéder ou d'agréger plus rapidement des données. Donc là, c'est du gain de temps. C'est du gain de temps, mais ce n'est pas encore transformant. Ça permet simplement d'être plus rapidement efficace, plus rapidement fait et mieux se préparer. Donc pas de... Et on a vu quelques Big Four qui justement ont été en situation de difficulté puisque l'IA non maîtrisée, transmise de manière passive, sans contrôle au client, et quand le client se rend compte, c'est assez compliqué. Donc en effet, le message en la matière, c'est ça reste profondément humain, c'est un métier d'expertise. Si l'IA peut être contributif, très bien. Le point principal est de travailler sur de la donnée solide. L'accès à cette donnée est critique. La capacité à s'y repérer et à faire émerger le signal de ce bruit est absolument essentielle pour pouvoir opérer cette mission de conseil. Il ne faut pas oublier que nos métiers sont basés sur la confiance. Et construire la confiance, ça prend du temps. Et c'est très important, en tout cas, d'être très précautionneux dans l'usage de l'IA. On parle de Bridgepoint ? Avec plaisir. Donc, annonce en janvier dernier d'une opération qui n'a pas encore eu lieu, qui est une nouvelle phase du LBO, justement, post-HIG ou en relais d'HIG. Qu'en est-il ? Quel est justement ce relais, cette nouvelle phase ? C'est une des qualités des LBO successifs aussi, qui est réellement d'ouvrir un nouveau chapitre. À quoi ressemble ce nouveau chapitre ? Oui, c'est un chapitre qui se veut ambitieux, qui se veut énergique et évidemment qui est un cycle naturel dans le cycle d'investissement d'HIG qui nous a bien accompagnés pendant presque 5 ans, puisqu'il était rentré en mars 2021 en capital. Donc c'est assez naturel aujourd'hui d'avoir engagé un processus de cession et de cession à Bridgepoint qui n'est, comme tu le rappelais, pas encore closé.
Cette opération, elle a pour vocation de nous donner les moyens de construire l'interpass de demain, l'interpass 2030, et finalement d'atteindre nos objectifs. Nos objectifs, ils sont globalement assez simples. C'est être présent dans tous les marchés qui comptent sur 4 métiers. Les métiers du deal, transaction services, value creation, les métiers du restructuring, les métiers du forensic. Et c'est être présent dans les marchés qui comptent avec une taille critique. Et une taille critique, c'est quoi? C'est la bonne taille d'équipe qui est en capacité de prendre suffisamment de parts de marché dans le pays dans lequel elle évolue et qui est en capacité d'offrir le meilleur service à nos clients. Et ça, c'est toute l'agilité du modèle que je te mentionnais en début, à savoir un P&L unique et finalement la capacité pour nos équipes d'intervenir pour un peu n'importe quel bureau dans le monde à partir du moment où le talent en interne est identifié comme étant la meilleure personne pour répondre aux besoins de notre client. Et donc Bridgepoint, dans tout ça, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte évidemment l'accès à des capitaux supplémentaires. Il nous apporte un accompagnement stratégique, la capacité à nous aider à nous structurer, continuer à gérer notre croissance et finalement nous permettre de réaliser nos ambitions qui sont de doubler, voire un peu plus de taille d'ici à 2030. Et si on fait un focus sur la France? La France, à peu près 200 personnes aujourd'hui. 200 personnes. On est 13 managing directors. L'ambition, c'est d'être autour de 45 managing directors à la fin de notre prochain cycle, du cycle Bridgepoint. Donc ça te donne une ambition qui est de tripler de taille sur le marché français. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on a le potentiel pour, qu'il y a un marché qui est suffisamment grand et qu'aujourd'hui le marché est éduqué pour des cabinets financiers indépendants, non Big Four, et donc nous avons une part de marché à prendre. Et les enjeux prioritaires, donc d'ici à 2030, sur cette phase-là? Renforcer les métiers du transaction services, qui sont évidemment tout en haut du réacteur sur les autres offres de services que le cabinet peut offrir. Faire grandir nos talents, puisque nos métiers sont des métiers de transmission. Et ce qui est important, à la fois pour nous, mais pour un actionnaire, c'est de s'assurer qu'on a une transmission du savoir et une montée à la fois en charge, une montée en compétence des équipes. Et finalement, ce qui fait notre force, c'est notre capacité à aller dans le marché et à être connu du marché, et donc à mapper des relations à différents niveaux chez nos clients. Et ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, c'est d'attirer les meilleurs talents du marché, puisque notre richesse n'est rien d'autre que les talents qui font Interpass. Une dernière question que nous posons ici à tous nos invités. C'est quoi pour toi un bon deal? Un bon deal? Un bon deal, une bonne transaction. C'est déjà un deal où personne n'est lésé. Je pense que ça fait partie des opérations. Un bon deal, c'est le sentiment que les deux parties ont gagné. Ont gagné en cédant d'un côté, de l'autre côté en faisant une acquisition. Et c'est un deal dans lequel on a l'impression, et en tout cas la conviction, qu'on va permettre à un actif, derrière un actif il y a des hommes, de donner son plein potentiel. Il y a une belle société, de devenir une société encore plus belle. Et ça, c'est quelque chose qui est important et que j'aime observer chez mes clients ou dans les projets qu'on réalise. Des deals, il y en a énormément. C'est vraiment un bon deal, c'est à la fois celui où les personnes qui composent l'actif ont grandi dans le projet, se sont épanouies, où finalement on a créé de la valeur, et de la valeur qui est partagée, c'est assez important, et où à la fin de l'investissement, puisqu'un fonds a une durée finie d'investissement, l'actif sort
renforcé et encore plus fort dans le marché dans lequel il évolue. Et ça, finalement, c'est ce que j'appelle un bon deal. C'est d'avoir transformé un bel acteur en leader sur son marché. Je te propose une chose. On applique ce souhait-là, cette définition-là, pour Interpass sur justement la phase à venir, la phase Bridgepoint. J'en serais très heureux. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci Antoine. Merci à toi. Très bonne journée. Merci.